Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Lauriane. Bonjour Anna. Je vous remercie d'être si nombreux inscrits à notre webinaire qui porte sur le droit disciplinaire, les pièges à éviter. Donc, on va essayer d'être un peu concret sur ce sujet-là et de vous apporter quelques clés pour déjà vous signaler comment va se dérouler ce webinaire. On va faire une petite phase de présentation pendant laquelle vous pouvez poser tout à fait au fur et à mesure vos questions-réponses et on les traitera en fin de webinaire. Et puis, on vous enverra d'ici début de semaine prochaine au plus tard le support de la réunion et un lien pour revisionner le webinaire. Du coup, je vais laisser la parole à Lauriane Petit pour se présenter. Oui, bonjour à tous, enchantée. Donc Lauriane Petit, je suis avocate au barreau de Paris et associée Orva. Et nous formons donc des équipes complémentaires et très soudées avec les équipes d'Orcom, dont Anne-Laure. Donc, pour moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la responsable du département droit social d'Orcom. Je suis chez Orcom depuis une petite dizaine d'années et on travaille en complémentarité avec les équipes d'Orva Avocat. Au programme, vous l'avez eu, on va répondre à vos questions pour apprécier l'étendue du pouvoir disciplinaire de l'employeur, mettre en pratique les différentes étapes de la procédure et intégrer le risque de contentieux prud'homal dans ces pratiques RH. Une petite phase introductive pour commencer. En fait, on a essayé de prendre un angle d'approche de la sanction disciplinaire qui n'est pas celui auquel on pense habituellement, puisqu'on se rend compte dans nos pratiques professionnelles avec Lauriane que souvent le chef d'entreprise ou son équipe RH sont pas très à l'aise avec l'usage du pouvoir disciplinaire. On réduit souvent finalement cet acte-là comme la rupture du contrat de travail, le licenciement pour faute grave. Donc un acte qui est plutôt négatif, définitif et qui peut être anxiogène non seulement pour le salarié mais également pour celui qui le met en œuvre puisqu'il n'est pas toujours facile d'avoir à présenter les éléments qui peuvent recadrer la relation de travail aux salariés. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'adopter une conception qui est un peu différente et finalement de voir que le pouvoir disciplinaire, il peut tout à fait s'inscrire dans l'exécution sereine et harmonieuse du contrat de travail. Ce n'est pas forcément un pouvoir qui peut être utilisé dans la perspective d'une rupture. Et puis, il peut avoir pour objectif de mettre en œuvre des points d'étape, de poser des repères pour permettre finalement à ce contrat de travail de se poursuivre. Donc de rythmer la relation de travail et puis seulement si on ne parvient pas finalement à poser ces repères efficaces, là aboutir à une rupture. Mais il faut d'abord tout essayer de mettre en œuvre pour que le contrat de travail s'exécute correctement. Donc Lauriane, si on change de paradigme. Alors, si on change de paradigme, vous l'avez compris, le droit disciplinaire, c'est un outil, c'est quelque chose du quotidien qui va vous servir à aiguiller des salariés. Alors, en tant qu'employeur, vous avez donc ce pouvoir de direction dont l'aboutissement est donc le pouvoir disciplinaire. Et dans l'autre sens, vous avez également, vous en êtes très bien conscient, des devoirs à l'égard de votre salarié. Et en principe, le devoir de loyauté qui, lui, vous oblige en tant qu'employeur à respecter votre salarié dans la clarté de vos échanges avec lui, dans la proportionnalité aussi, c'est le second garde-fou que permet le droit disciplinaire, vous oblige, quand il y a un fait fautif commis par un salarié, à évaluer l'ampleur de celui-ci, la gravité de celui-ci, donc par rapport à différents axes qui sont aussi bien l'intérêt pour l'entreprise, pour vos équipes de travail, pour vous et votre capacité à permettre de ces salariés de se former, d'avancer avec vous dans l'entreprise. Et donc, le principe de loyauté et de proportionnalité vont vous permettre d'user au mieux de ce droit disciplinaire et de pouvoir prendre la décision qui sera juste, et juste encore une fois, pour l'entreprise et pour le développement, la formation du salarié. Et si vraiment, effectivement, on ne peut plus rien faire parce que le fait est trop grave, aller jusqu'à un éventuel licenciement. Mais avant cela, il y a donc plusieurs sanctions envisageables, et notamment l'avertissement. Anne-Laure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, de l'avertissement?
Sur l'avertissement, encore une fois, on a tendance trop souvent à le caractériser par un acte qui est très formel. C'est-à-dire, on va adresser un courrier recommandé à notre salarié avec un objet écrit avertissement et on va employer un langage qui peut être assez difficile ou mal vécu par le salarié. Et en fait, il faut savoir que quand on reprend la définition du code du travail sur l'avertissement, on le caractérise par toute mesure autre que les observations verbales qui sont prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Donc, si on revient au début de la définition, c'est toute mesure autre que les observations verbales. Donc, l'avertissement, c'est déjà un écrit, mais comme on l'a dit, elle ne conduit pas forcément à la rupture du contrat. Et en fait, cet avertissement, il peut être utilisé plutôt comme un acte de pilotage, de management, de rappel des règles, mais qui n'est pas forcément formalisé par un courrier recommandé. Du coup, Lauriane, par exemple, je te laisse la parole sur ce sujet-là. Sur ce sujet, effectivement, en pratique, on voit que donc le juge, et en cas de contentieux, peut être considéré comme un avertissement, pas seulement un courrier dont l'objet est avertissement de manière explicite et qui est envoyé par lettre recommandée AR aux salariés concernés. Un avertissement, ça peut être beaucoup d'autres choses. C'est par exemple lorsqu'un employeur a déjà envoyé un email à son salarié pour se plaindre de son comportement. C'est donc déjà un écrit qui va blâmer le salarié d'un comportement. Et ça, les juges considèrent que c'est un avertissement, même si ce n'est pas explicitement identifié comme tel. Également, on voit le cas dans les entretiens annuels. C'est aussi quelque chose dans lequel il faut faire très attention parce que c'est le lieu d'échange avec le salarié. Mais si ce lieu d'échange donne lieu à quelque chose qui s'apparente à une réprimande ou à une sanction, encore une fois, qui est légère, qui est l'avertissement, il n'empêche pas moins que c'est considéré comme un avertissement. Alors, l'avantage pour vous en tant qu'employeur, c'est que vous avez la possibilité donc de mettre un avertissement à un salarié sans forcément le mettre en état d'alerte et donc de créer peut-être une atmosphère de travail qui soit difficile ensuite à vivre au quotidien pour lui, en n'identifiant pas donc explicitement avertissant, mais quand même en le réprimandant, en le reprenant sur quelque chose qui ne va pas dans son fonctionnement quotidien. Et la contrepartie, donc la difficulté par contre à laquelle il faut veiller, c'est que vous ne pouvez pas sanctionner 2 fois un salarié pour la même chose. Donc un email ou un entretien annuel ou quelque chose comme ça, un écrit qui a déjà porté l'attention sur quelque chose de répréhensible de la part d'un salarié est une sanction et vous ne pouvez plus sanctionner le salarié pour la même chose. Par exemple, voilà, on vous a remis un petit exemple, il faut partir évidemment des faits. Donc on pourrait tout à fait avoir un responsable d'équipe ou un responsable RH ou dans une plus petite entreprise, le dirigeant, qui fait un mail qui n'est pas forcément nommé avertissement, hein, pour illustrer le propos qu'on est en train de vous dire, qui reprend les termes suivants. J'ai été informé d'eux, donc je pars des faits, donc voici les faits. J'ai été étonné, donc je te rappelle les règles de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, et donc je voulais te rappeler que je compte sur toi pour l'avenir et je suis à ta disposition. Donc on est vraiment dans le factuel, on n'est pas trop dur dans le propos, mais on marque le rappel des règles. Si vous voulez, il ne faut pas mettre l'affaire sous le tapis. C'est-à-dire, on pourrait prendre par exemple l'exemple d'un salarié qui est pour la 3e fois consécutive en retard à des réunions. Il va être contre-productif de l'alpaguer devant tous ses collègues parce qu'il est en retard. Par contre, on ne peut pas laisser non plus cette situation perdurer. Donc, on fait un petit mail, les faits, j'ai besoin de ça, on est dans la communication. Je te rappelle donc que je compte sur toi à l'avenir et je reste à ta disposition. Donc, j'ouvre le dialogue. Donc là, on est dans une démarche qui est finalement constructive, positive, gagnant-gagnant, et on aura plus de chances d'obtenir du salarié qu'il revienne sur son comportement en lui faisant comprendre pourquoi on attend ça de lui. Voilà, donc on n'est pas encore une fois dans le message qui est négatif. On lui explique les raisons de notre demande qui est légitime. Voilà sur l'avertissement. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on reviendra sur ces questions en fin de webinaire.
Lauriane, sur l'entretien préalable, donc il y a évidemment des formes, des délais à respecter, mais quelles questions tu penses qu'il faut se poser au-delà de cette forme obligatoire avant de rédiger sa convocation? Oui, alors comme on l'a vu, hein, donc cette pratique contentieuse permet vraiment de reconsidérer les mots à employer qui sont effectivement très importants pour un salarié, et la lettre de convocation à un entretien préalable est également à rédiger avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce que dans le même esprit, si dès la lettre de convocation à l'entretien préalable, on annonce au salarié que ces faits sont très graves, qu'on les lui reproche et qu'il y a lieu, par exemple, à une mise à pied, le caractère conservatoire de la mise à pied peut être perdu. La sanction peut être déjà prononcée par l'effet même de cette première convocation, qui n'est pourtant qu'une convocation, ce qui ensuite va dénaturer tout votre licenciement. C'est-à-dire que le licenciement, vous ne pouvez plus le prononcer pour la même faute que celle que vous avez déjà visée dans l'entretien de convocation. Et c'est effectivement, du coup, très dommage. Donc, dans ce cadre, il est préférable de se poser les questions qui suivent et que nous allons étudier tour à tour. Est-ce que la sanction est hypothétique? La réponse est oui, bien sûr. Et est-ce que la sanction, ensuite, si le licenciement est un licenciement pour faute grave, doit donner lieu finalement à cette mise à pied? Donc, sur le caractère hypothétique de la sanction, c'est là où il faut laisser le jeu des droits de la défense, qui sont donc des droits qui ressortent du domaine pénal, mais aussi de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui donc naturellement vous sont applicables en tant qu'employeur. Vous devez laisser la parole à votre salarié. C'est-à-dire que lorsque vous constatez des faits fautifs, vous le convoquez. Et cette convocation n'est pas le bras armé de votre côté pour donner lieu immédiatement à une sanction. Il faut d'abord écouter le salarié qui peut vous formuler des éléments qui peuvent être entièrement recevables, et ensuite formuler la sanction. Et le Code du travail le prévoit bien, puisque vous ne pouvez pas, dès l'heure qui suit l'entretien, prononcer la sanction. Il y a un minimum de 2 jours ouvrables pour le faire. Dans l'autre sens, vous savez aussi qu'il y a des délais en matière de prescription des faits fautifs, où là, vous ne pouvez pas prononcer une sanction plus de 2 mois après leur découverte. Donc, pour terminer sur ce point donc de la verbalisation de la convocation, donc plutôt que de dire, compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions à présent votre mise à pied conservatoire, préférez, compte tenu de la situation, nous pensons plus juste, plus adapté, de vous notifier par la présence une mise à pied conservatoire qui pourra prendre fin, etc. etc. Sur ensuite donc la caractéristique de cette mise à pied et ce qu'on en fait, parce que vous l'avez donc compris, à partir du moment où la décision n'est pas prise en amont, mais laisse la place aux salariés, la nature juridique du coup de la mise à pied va évoluer. Est-ce que la mise à pied est déjà une sanction? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Et c'est là où il faut préserver son caractère conservatoire. Alors vous savez très bien que si la sanction est finalement un licenciement pour faute grave, la mise à pied du coup n'a pas d'être rémunérée. Mais comme vous vous placez en amont et que vous ne connaissez pas en principe la fin de l'histoire, le plus sécurisant pour vous est de dispenser le salarié en vérité d'activité, en tout cas de rémunérer cette période, quitte après, dans le cadre du solde de tout compte, à ôter la rémunération correspondante si ça correspond du coup déjà à au licenciement pour faute grave. Mais voilà, en tout cas, sécuriser votre procédure de licenciement disciplinaire en privilégiant le règlement de cette période de mise à pied. On attend la jurisprudence sur ce sujet-là, puisque pour l'instant, les tribunaux ne se sont pas prononcés. Exactement. C'est pour ça qu'on vous propose vraiment d'être très vigilant dans les termes que vous employez, puisque on est dans l'attente d'une éventuelle décision, et donc il faut être très, très précautionneux. Et on pressent à partir de cette question, donc mise à pied, pas mise à pied, toute la question de comment je choisis ma sanction disciplinaire et comment je l'adapte à mon salarié. Et c'est là où Anne-Laure va pouvoir vous détailler tout cela. Du coup, on va commencer par les sanctions qui sont proscrites, puisqu'effectivement, les sanctions pécuniaires, financières sont interdites. Alors, par exemple, moi, j'ai souvent la question de clients qui vont m'appeler parce que le salarié a eu un accident de voiture, qu'il y a des réparations importantes, par exemple, sur la voiture de fonction qui sont opérées, ou un salarié qui serait particulièrement négligent et qui perdrait pour la 3e fois son laptop. Et donc, ça entraîne forcément un coût financier pour l'entreprise. Et donc, on nous demande est-ce qu'on peut finalement retirer ce coût-là du bulletin de salaire à titre de sanction.
Donc là, non, vous ne pouvez pas. Hein, les sanctions financières auprès du salarié ne sont pas autorisées. Donc, il faudra bien réaliser une procédure disciplinaire avec une sanction, mais vous ne pourrez pas retirer directement les sommes du salaire du salarié. Vous ne pouvez pas non plus procéder à des sanctions pour des faits qui sont déjà sanctionnés. Donc, on l'a abordé par exemple au titre de l'avertissement tout à l'heure. Si vous faites un petit mail pour rappeler au salarié ses obligations, eh bien, c'est un avertissement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est trop souvent perdu de vue. Donc, s'il y a déjà eu un mail, vous ne pouvez pas derrière refaire un courrier recommandé sur les mêmes faits. De la même façon, sur un licenciement, si vous avez déjà notifié un avertissement, vous ne pouvez pas, une semaine après, convoquer le salarié à un entretien préalable pour éventuellement prononcer un licenciement. Donc voilà, vous avez 2 mois à partir de la connaissance des faits pour pouvoir sanctionner. Quand on est sur une faute grave, il faut agir assez vite. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux prendre le temps de la décision pour ne pas se précipiter et pas trop vite écrire au salarié. On ne peut pas non plus sanctionner des faits de la vie privée. Alors, il y a des exceptions à ce principe, mais voilà, le fondamental, c'est que normalement, un fait de la vie privée relève de la vie privée, vous ne pouvez pas le sanctionner. Vous ne pourriez éventuellement en tenir compte que s'il en relève pour l'entreprise un trouble manifeste. Et donc, voilà, on a eu quelques arrêts qui se sont prononcés sur cette question. Vous ne pouvez pas non plus sanctionner des faits lorsqu'ils protègent un droit fondamental. Donc, par exemple, pour le salarié, le droit de rester en justice, sa liberté d'expression, ou alors une sanction pour un motif qui serait discriminatoire, par exemple, prononcé sur des motifs liés à la religion, à la protection du harcèlement, ou etc. Donc là, on a beaucoup en ce moment de jurisprudence sur qu'est-ce qui est une sanction en violation d'un droit fondamental. Par exemple, en septembre, là, tout récemment, on a eu un arrêt qui est venu nous rappeler qu'un salarié qui remet en cause des directives en réunion collective qui sont prononcées par son supérieur hiérarchique ne relève pas forcément d'une sanction disciplinaire, puisque lorsqu'il s'exprime, il fait usage de son droit, de sa liberté d'expression, et donc on ne peut pas le sanctionner sur son expression collective, sauf si elle serait abusive, injustifiée. Voilà. Donc il faut qualifier vraiment un abus du salarié. Et puis également, attention aux limites qu'on peut avoir entre l'insuffisance professionnelle et la sanction disciplinaire. C'est une limite qui n'est pas toujours très facile à appréhender. Mais voilà, une insuffisance professionnelle, ça résulte d'une incapacité du salarié à exercer ses fonctions correctement. Ce n'est pas forcément une faute. C'est même jamais une faute d'ailleurs. Le salarié n'est pas finalement en capacité intellectuelle ou voilà, pour une autre raison d'exécuter sa mission. C'est pas pour cela qu'il est en faute. Donc ça peut constituer une cause réelle de licenciement à part entière, mais il ne faut pas se placer sur le terrain de la faute. Donc attention à bien qualifier les faits de prime abord. Donc ça, c'est sur les points de vigilance que vous devez avoir sur des sanctions qui seraient interdites et les questions que vous devez vous poser. Hormis cela, on a d'autres sanctions évidemment qui sont autorisées. Voilà. Or, voilà, le licenciement qui est le dernier recours, qu'il soit pour faute simple, pour faute grave, éventuellement pour faute lourde, mais là, il faut avoir des faits presque pénal. Enfin, avec l'intention de nuire très particulière du salarié en compte de sa société. Voilà, donc vous le déconseille plutôt, sauf s'il y a une procédure pénale par ailleurs. Et puis sinon, avant d'en arriver là, vous avez tout un panel de sanctions qui peut être utilisé. L'avertissement, on en a parlé, mais également la procédure de mise à pied disciplinaire, qui est différente de la mise à pied donc conservatoire. Donc sous réserve que cette mise à pied disciplinaire soit bien prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise, on y reviendra, et notamment que sa durée soit prévue dans le règlement intérieur. Vous pouvez également utiliser la rétrogradation disciplinaire ou le changement de lieu de travail pour des raisons disciplinaires. Mais dans ce cas-là, par contre, il faut l'accord du salarié, puisqu'il va falloir signer avec lui un avenant au contrat de travail. Donc, soit les parties arrivent à s'entendre pour poursuivre le contrat de travail à des conditions différentes, soit si le salarié n'est pas d'accord, il faudra rebasculer peut-être sur une sanction inférieure, mise à pied ou avertissement,
ou supérieur si les faits le justifient. Donc, sur la procédure disciplinaire, alors Yann, quelle vérification il faut faire pour être sûr de la respecter? Alors, évidemment, toujours commencer par reprendre son calendrier. Le Code du travail étant fourni de choses strap pour vous compliquer évidemment la vie. Mais en tout cas, voilà, vérifier que vous avez bien tous les délais, faire attention aux jours ouvrables, aux jours ouvrés, et donc bien en amont, préparer votre calendrier de procédure à partir du moment où vous envisagez de mettre en œuvre une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'à un éventuel licenciement. Voilà, prévoir un rétro-planning pour être sûr que vous ne vous glisserez pas les pieds dans le tapis, ce qui serait évidemment dommageable pour vous. On le verra ensuite. Ensuite, vérifiez votre règlement intérieur qui est obligatoire si vous êtes une société qui a plus de 50 salariés et qui doit prévoir des règles relatives à la discipline. Ces règles sont aussi bien des faits, qu'est-ce qui est sanctionnable, non sanctionnable, et qu'est-ce qui est aussi la nature et l'échelle des sanctions. Donc c'est là où vous avez pu prévoir dans ce règlement qu'il y avait un avertissement, un blâme, une mise à pied possible. Et dans certains règlements intérieurs, on retrouve d'ailleurs une distinction entre l'avertissement et le blâme, comme 2 degrés différents de sanctions. Donc là, bien reprendre votre règlement pour être sûr que c'est cette trame applicable chez vous que vous suivez. Vous avez aussi également une vérification à faire du côté de votre convention collective ou accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est au niveau conventionnel supérieur et que là, on va s'assurer que dans la convention, il n'y a pas de règles particulières en matière de sanctions. Ce qu'on retrouve assez fréquemment, c'est la tenue d'un entretien préalable, également pour un avertissement. Ce qui, dans ce cas-là, va amoindrir tout ce qu'on s'est dit un petit peu avant sur un écrit ça peut être un avertissement, puisque dans ce cas ne pourrait être considéré comme avertissement qu'un fait qui a été sanctionné à la suite d'un entretien d'explication avec un salarié. Ensuite, vérifier que si vous licenciez un salarié pour faute grave, par exemple, vous avez préalablement mis 1 ou 2 avertissements selon la convention collective à ce salarié pour des faits correspondants ou non correspondants. Là encore, c'est des choses qui se trouvent dans des conventions collectives et qui sont à vérifier parce que différents selon les secteurs d'activité. Et ensuite, faire attention au dossier du salarié parce que quand vous invoquez une possible sanction à son encontre, donc on l'a dit, il y a les faits prescrits qui ne peuvent pas remonter à plus de 2 mois et il y a aussi les sanctions déjà attribuées pour lesquelles on ne peut pas faire écho si elles remontent à plus de 3 ans en arrière. Également, quelque chose dont il faut faire attention, c'est que des faits répétés peuvent être, au bout d'un moment, et force d'être sanctionnés, constituer une faute, mais encore une fois, on ne peut pas sanctionner 2 fois le même fait. Donc, veillez bien, si on invoque de précédentes sanctions, à ce que ça n'apparaisse pas comme la sanction de la sanction, mais bien la sanction d'un nouveau fait, étant été pris en considération que ce sont des faits qui ont déjà été sanctionnés par le passé. Et donc, pour sanctionner naturellement, il faut préserver des preuves. Et alors, comment fait-on pour s'ajuster au niveau des preuves très concrètes et précises que demande cette pratique? Alors, on vous a prévu quelques exemples. Alors, évidemment, ces exemples ne sont pas exhaustifs, hein, puisque le droit disciplinaire est vraiment un droit qui fait couler beaucoup d'encre. Mais on voulait vous réalerter sur des preuves qui sont des modes de preuve qui sont admises, des modes de preuve qui ne sont pas admis, ou des preuves qui peuvent être admises à certaines conditions, évidemment. Donc, par exemple, le mail, le SMS, une clé USB, même personnelle, qui serait connectée à l'ordinateur professionnel. Alors, quand je parle de mail et SMS, hein, c'est bien sûr des mails et SMS qui sont adressés depuis un portable professionnel, ou alors une clé USB, même personnelle, qui serait connectée à l'ordinateur professionnel. Donc, dans ce cas-là, l'employeur peut en prendre connaissance, sauf si les fichiers qui figurent sur ce document sont identifiés hein, vraiment comme voilà, caractère personnel. Donc, par exemple, un salarié qui aurait nommé son mail en objet mail personnel ou son SMS ou un document figurant sur la clé USB comme personnel ne peut pas être sanctionné sur ce sujet-là puisque l'employeur ne peut pas en prendre connaissance. Donc, c'est l'illustration de ce que je vous disais. Hein, donc, même si l'utilisation de, par exemple, l'ordinateur professionnel a été interdite, c'est-à-dire un salarié qui fait usage de son ordinateur
professionnel à titre personnel, alors même que vous lui avez interdit, mais a rédigé son mail en disant personnel, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Voilà. Le site internet utilisé par le salarié dans le cadre de ces sites internet peuvent être là, par contre, connectés, enfin regardés librement par l'employeur, puisque les connexions établies par un salarié sont là présumées être professionnelles, et donc l'employeur peut les consulter librement, peut regarder les recherches que le salarié a pu effectuer pendant son temps de travail via les outils informatiques de l'entreprise. Par contre, vous ne pouvez pas faire état d'une surveillance clandestine du salarié. Donc, dans ce cas-là, l'utilisation, par exemple, de fausses lettres, la surveillance via de faux clients sont des stratagèmes, et donc vous ne pouvez pas sanctionner un salarié lorsque vous avez obtenu des preuves via ce type de recours. Sur la vidéosurveillance, là, on voulait attirer votre attention sur le caractère particulier, finalement, de ce système, puisqu'il est autorisé, mais il doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir, et il va toujours être proportionné au but recherché. Ce qu'il y a, c'est que si vous avez recours, par exemple, à la vidéosurveillance, vous devez définir un objectif à cette vidéosurveillance. Et par ailleurs, il faut réfléchir à la manière dont vous allez positionner vos caméras. Par exemple, vous pouvez les positionner sur des entrées-sorties, sur des issues de secours, des voies de circulation, sur des zones de marchandises avec pour objectif de protéger, par exemple, les biens et les valeurs de l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas positionner une caméra qui filmerait vraiment le poste de travail d'un salarié. Voilà, en permanence, mettre une caméra sur son ordinateur pour vérifier ce qu'il fait, par exemple. Donc ça, ce ne serait pas possible. Il y a des circonstances qui sont admises, par exemple, sur des salariés qui manipulent de l'argent, sur par exemple, des hôtes de caisse. Mais dans ce cas-là, il faut quand même faire attention à l'emplacement des caméras, puisqu'il faut que cette caméra, elle filme l'argent, finalement, l'encaissement, et pas le salarié lui-même. Donc voilà, c'est des garde-fous qui sont apportés. Et en plus, si vous avez recours à la vidéosurveillance et que vous souhaitez sanctionner à ce motif, il faut en plus que vous ayez informé et consulté préalablement votre CSE si vous en avez un, informé préalablement vos salariés et les visiteurs de vos locaux, que vous ayez bien inscrit ce dispositif dans le cadre du RGPD, et puis que vous ayez mis une clause particulière dans votre règlement intérieur, on en parlait, ou par note de service complémentaire qui remplit les mêmes formalités de dépôt que le règlement intérieur. Ce n'est pas simplement une note de service, il faut aussi qu'elle ait été déposée auprès de l'inspection du travail. Donc, il faut y être particulièrement vigilant. Et puis, pour les lieux qui sont ouverts au public, il faut en plus que vous ayez une autorisation de la préfecture que vous devez renouveler tous les 5 ans. Donc, avant d'utiliser un système de vidéosurveillance, vérifiez bien que vous êtes à jour dans vos obligations. Voilà, ça vaut le coup, si votre système est ancien, comme il y a eu pas mal de jurisprudence sur ces sujets, de se reposer certaines questions. Donc, au-delà des moyens qui sont autorisés pour finalement acquérir des preuves, Lauriane, est-ce que tu peux nous parler de la charge de la preuve? Oui, alors la charge de la preuve, on l'évalue le plus souvent effectivement quand on arrive devant le juge. Donc, c'est-à-dire que là, le salarié considère qu'il a fait l'objet d'une sanction qui est irrégulière ou infondée, et il va saisir le conseil de prud'homme pour demander son annulation si c'est un licenciement, son éventuelle requalification ou sa nullité. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir à présent. Alors, le salarié, lui, qui va invoquer un motif donc d'absence de fondement de sa sanction ou d'irrégularité, va devoir d'abord rapporter la preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire qu'il doit faire un commencement de preuve dans le cadre de ce qu'on appelle un équilibre probatoire. Lui, l'employeur, ensuite, vous aurez à rapporter la preuve inverse, c'est-à-dire que votre sanction était régulière s'agissant de la procédure, qu'elle était bien fondée, c'est-à-dire que vous avez toutes les preuves pour démontrer que les faits sont constitués et rapportés, et ensuite qu'elle est donc proportionnée aux intérêts de l'entreprise
que vous représentez donc en tant qu'employeur. C'est très important parce que, et c'est là où on retrouve ce que disait Anne-Laure, hein, la nécessité d'avoir des modes de preuve qui soient réguliers et qui permettent d'apporter des preuves qui sont tout à fait loyales et constituées, parce que la justice fonctionnant principalement comme un tableau de double entrée, vous avez d'un côté les textes de loi et de l'autre côté les preuves qu'on rapporte. Si le juge ne peut pas cocher sa case, il ne fera pas droit à votre position. Et c'est là où effectivement on arrive sur des sanctions très dommageables. Alors quelles sont-elles? Le juge est simplement tenu, donc sans appréciation particulière, mais il est tenu d'annuler les sanctions qui seraient nulles. Alors les sanctions qui sont nulles, c'est celles qui portent atteinte à un droit tel qu'on l'a vu, liberté fondamentale. Donc si vous avez sanctionné un salarié qui ne faisait que s'exprimer dans le cadre d'une réunion avec ses collègues, quand bien même c'était un petit peu inconvenant pour vous, cela doit être, voilà, ça c'est une sanction qui porte atteinte à sa liberté d'expression et qui peut être annulée. Le sont de même les sanctions discriminatoires, pécuniaires, notamment, et elles donnent lieu donc à une annulation pure et simple. Et dans ce cas, on remet les parties donc dans l'état antérieur, c'est-à-dire que le salarié peut également être réintégré, sauf s'il demande à recevoir des dommages d'intérêt en contrepartie de son absence de réintégration. En revanche, si la sanction n'est pas nulle, mais qu'elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée, là, le juge a un pouvoir d'appréciation plus large pour apprécier cette qualité, donc soit d'irrégularité ou de disproportion ou d'absence de bien fondé, c'est-à-dire qu'il va évaluer toutes les preuves qu'on lui soumet, les preuves de l'autre côté que lui apporte le salarié, pour faire la balance et se dire oui ou non, je considère que le licenciement ou la faute est justifiée, injustifiée. Si il considère que la faute n'est pas, la sanction n'est pas justifiée. Dans ce cas, il ne peut pas modifier la sanction. Ce qui va se passer, c'est simplement qu'il va l'annuler et qu'il va déclarer, si c'est un licenciement, par exemple, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là encore, effectivement, des garde-fous à respecter parce que, encore une fois, c'est toute la loyauté et la proportionnalité de votre procédure en amont qui va déterminer cette étape qui peut malheureusement arriver donc de la procédure judiciaire. Si vous avez donc raté la marche, est-ce que vous avez une seconde chance? Alors lorsque la sanction est annulée, quand elle est injustifiée ou discriminatoire, évidemment dans ces cas-là, vous ne pouvez pas recommencer une procédure de sanction sur ces mêmes faits qui ont donc été disqualifiés. En revanche, si la sanction est annulée pour cause de disproportion, là vous pouvez décider de reprendre une sanction qui soit cette fois-ci proportionnée dans un délai d'1 mois après donc la décision qui aura été rendue. En cas d'annulation pour régularité de procédure, là encore, vous pouvez relancer la procédure en respectant cette fois-ci les formes, les délais, sous réserve que le délai de prescription ne soit pas dépassé. Mais en principe, vous recommencez la procédure à partir du moment où, jusqu'au moment où vous n'avez pas commis d'irrégularité. Donc, par exemple, si jusqu'à l'entretien préalable, vous n'avez pas commis de manquement dans les délais, etc., vous pouvez reprendre à partir de ce moment-là qui aura donc interrompu la prescription. Donc voici pour votre seconde chance. Et le salarié, lui, est-ce qu'il a le droit d'obtenir des dommages d'intérêt en cas d'annulation de la sanction? Alors effectivement, c'est un droit qui est ouvert mais qui n'est pas automatique. Dans ce cas-là, le préjudice subi par le salarié n'est réparé que s'il en apporte une preuve. Donc vous lirez donc sur le PowerPoint, effectivement, on vous a cité un exemple d'arrêt, mais il y en a de multiples sur ce domaine et tout part du principe de l'article 6 du Code de procédure civile qui impose à chaque partie qui émet une prétention d'en rapporter la preuve. Donc c'est vraiment ce fondement qui détermine toute notre procédure civile qui permet, là encore, de protéger les droits du salarié comme de l'employeur d'ailleurs, de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où un préjudice est invoqué, nécessairement rapporter la preuve sur le principe et sur le quantum. C'est-à-dire que le salarié doit aussi expliquer pourquoi il justifie que son préjudice s'évalue à tant d'euros et qu'il doit lui être accordé. Et je crois que nous avons terminé pour la présentation. Donc, merci à tous, merci beaucoup pour votre écoute. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser là dans le chat pour qu'on puisse y répondre. Pour le moment, nous avons une question, Lauriane, que je trouve d'ailleurs très intéressante, donc merci de l'avoir posée. Un professionnel éducatif qui a un défaut de surveillance
à 2 reprises, mais avec des usagers différents, peut-il être sanctionné 2 fois? Et donc, ça dépend. Effectivement, ça dépend si vous avez déjà sanctionné la première fois ou est-ce que vous découvrez les 2 faits successivement ensemble. Si vous apprenez par chacun des 2 usagers concomitamment que voilà, ils ont eu des écarts de conduite de la part de votre salarié, vous pouvez prendre une sanction pour ces 2 faits, qui ne sera pas forcément plus importante parce qu'il y a 2 faits, mais simplement, voilà, encore une fois, répondre de manière proportionnée. Si en revanche, vous avez déjà sanctionné le premier fait lorsque vous en avez eu connaissance et puis qu'il y a ce deuxième fait qui se produit, là encore, vous pouvez tout à fait le sanctionner puisque c'est un nouveau fait, en vérifiant toujours donc, ce qu'on a vu, hein, votre règlement intérieur, votre convention collective, et voir, comme c'est une seconde fois, s'il n'y a pas lieu à augmenter l'échelle de la sanction. Tout à fait. Donc attention vraiment au moment où les faits vont survenir, puisque si vous avez 2 faits qui sont intervenus, le premier le lundi, le deuxième le mardi, que vous en avez connaissance le mercredi, vous ne pouvez réaliser qu'une sanction pour ces 2 faits, puisque vous aviez connaissance des 2 faits au moment où vous prononcez la sanction. Prononcer 2 avertissements serait là abusif de la part de l'employeur. Donc voilà, c'est la réponse à votre question va vraiment se situer en fonction des délais dans lesquels vous avez connaissance des faits. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Pour vous rappeler, si j'en ai une autre qui arrive, suite à différents faits répétitifs, est-ce envisageable de licencier le salarié? Alors c'est tout. Effectivement, il y a une jurisprudence qui est assez fournie et ils ne sont pas forcément tranchés sur le fait répétitif. C'est vraiment du cas par cas en vérité. Le fait répétitif est sanctionnable si on constate que le salarié, donc effectivement, a eu un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements et n'améliore toujours pas son comportement. Là où c'est glissant, c'est qu'on arrive à l'embouchure entre l'insuffisance professionnelle. C'est peut-être un salarié, du coup, si c'est des choses de travail, de process qu'il n'applique pas en dépit des avertissements, on peut tomber donc dans ce champ de l'insuffisance professionnelle. Donc là, peut-être privilégier ce terrain. Et si en revanche c'est un nouveau fait qui vient s'ajouter mais qui n'est pas de l'insuffisance, là encore on peut augmenter la gradation de la faute. Et donc là, surtout c'est dans la rédaction qu'il faut faire très attention, ne pas présenter la sanction comme la sanction de faits qui sont déjà intervenus. Il faut qu'il y ait un nouveau fait quoi qu'il en soit. Et dans ce cadre de cette nouvelle sanction, préciser que c'est des faits qui ont déjà été soulevés, mais qu'il n'y avait en fait eu aucune amélioration du comportement de salarié, ce qui justifie de prendre une sanction d'une échelle supérieure. J'ai une question effectivement qui vient rejoindre un petit peu cette notion, hein, qui dit les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés 2 fois, mais si les faits sont récurrents malgré plusieurs rappels, y compris un avertissement, comment faire? Donc là, la personne qui pose la question prend l'exemple de retard répété. Donc c'est effectivement ce que vous dit Lauriane, c'est la réitération qui pourra justifier une sanction supérieure. Un seul retard ne pourrait pas, par exemple, justifier tout de suite un licenciement pour faute grave. Voilà. Mais par contre, si effectivement c'est quelqu'un qui est régulièrement en retard, que vous l'avez sanctionné plusieurs fois sur ces mêmes faits, en gradant à chaque fois, alors peut-être passer après par une mise à pied, etc. Dans ce cas-là, effectivement, vous pourrez envisager le licenciement. Dans la mesure également où vous êtes capable de prouver que ça provoque une désorganisation pour votre entreprise, qui a un réel impact pour vos services et que ça justifie la gravité de la faute. On a une autre question par rapport à intéressante également, par rapport à un rappel commun qui serait effectué à toute une équipe. Par exemple, quelqu'un qui fait un mail à tout le monde pour rappeler la ponctualité. Est-ce que c'est considéré comme un avertissement ou est-ce que l'avertissement doit finalement être personnel? Alors oui, l'avertissement est individuel. En revanche, si dans cet avertissement, vous identifiez plusieurs salariés, peut-être qu'au lieu d'être envoyé à toute l'équipe, il est envoyé, je ne sais pas, à 5 salariés de l'équipe management ou tout le pôle management, mais pas le pôle commercial, par exemple. C'est une sanction qui peut être retenue comme un avertissement. Mais privilégier, on fait plutôt un mail individuel. On a quand même privilégié le mail individuel qui est déjà plus délicat en matière, encore une fois, de loyauté. Et puis portera plus ses fruits également si d'autres sanctions doivent être envisagées et que des contestations pourraient être soulevées. Finalement, le petit rappel collectif, ça va être une étape de management, mais ça ne va pas être la sanction en tant que telle. Des propos à caractère diffamatoire alors,
ne vais pas citer, des propos à caractère diffamatoire écrits sur les réseaux sociaux par un professionnel. Que peut faire l'employeur? Dépôt de plainte, point d'interrogation. Alors, déjà, il faut faire attention à ce que vous allez considérer comme diffamatoire, puisque certes, ils peuvent être très inconvenants pour vous, et ça, c'est pas du tout remis en question. Mais par contre, encore va-t-il falloir que la diffamation soit réellement qualifiée. Donc évidemment, hein, si vous considérez que ces faits peuvent aller jusqu'à une procédure pénale, il est possible parallèlement d'aller sur ce terrain-là. Là, entourez-vous d'un conseil, à mon avis, pour déjà aller regarder la jurisprudence par rapport aux propos qui ont été rapportés, pour voir si oui ou non ils peuvent être qualifiés de diffamation. Et si oui, bah, une procédure adaptée peut être mise en œuvre sans problème. Pour les salariés qui présentent des justificatifs d'absence et qui sont toujours en retard, comment faire? Alors, là, c'est plus délicat parce qu'effectivement, ça va être de l'ordre de votre ressenti. Un salarié qui serait par exemple souvent en arrêt maladie mais qui a toujours des justificatifs, vous ne pouvez pas aller sur le terrain de la faute. Vraiment, si ces arrêts maladie causent un réel trouble dans l'entreprise, vous pourriez aller sur le terrain de la cause réelle et sérieuse, mais dans ce cas-là, attention, puisqu'on a de la jurisprudence sur ce sujet-là, il va falloir que vous puissiez être à même de prouver que vous avez vraiment un trouble objectif pour l'entreprise. Par exemple, ça peut être qualifié par un degré de responsabilité très élevé, un directeur salarié qui serait très très souvent absent, et donc ça entraînerait des troubles objectifs pour l'entreprise. On pourrait aller sur ce terrain non fautif, mais ce sont des procédures qui sont un petit peu délicates à mettre en œuvre. Donc, oui, et puis voir aussi que votre pouvoir de direction, là encore, vous permet aussi d'autres interventions que la sanction. Par exemple, un salarié qui arrive systématiquement en retard parce qu'il invoque des problèmes de transport, voir avec lui d'abord le recevoir en entretien, voir avec lui dans quelle mesure vous pouvez décaler son arrivée de 15 minutes et retarder son départ le soir de 15 minutes, en lui écrivant ensuite que c'est cette décision qui a été prise, permet de marquer un premier effort de votre côté. Et si effectivement le salarié, en dépit de cela, continue d'arriver en retard, là, vous avez marqué votre effort et, dans l'autre sens, l'absence d'agissement du salarié pour se corriger en dépit de votre effort, donc, ce qui permet effectivement de prendre une sanction qui est tout à fait légitime derrière. Alors, une absence non justifiée et des retards récurrents malgré 2 avertissements écrits. Alors, là, il va falloir se placer sur le terrain de la proportionnalité de la sanction. Donc, on ne peut pas vous répondre oui ou non, est-ce que ça justifie un licenciement? Il faudrait que vous regardiez déjà l'ancienneté du salarié, déjà pour commencer. Si c'est effectivement quelqu'un qui est là depuis 3 mois et qui a déjà reçu 2 avertissements, bon, bah, on peut considérer que les faits sont un petit peu plus graves que quelqu'un qui serait là depuis 10 ans et qui, sur les 3 dernières années, a eu 2 avertissements. Donc, il faut vraiment regarder un petit peu le passif, l'ancienneté du salarié, son passif disciplinaire. Et puis, bon, bah, si vraiment ce retard cause des troubles pour l'entreprise, bah, pourquoi pas aller jusqu'à la faute grave. Mais là, sans connaître les faits, c'est un petit peu délicat de vous répondre. Voilà, il faut vraiment juger en opportunité. C'est intéressant aussi comme question, est-ce qu'un avertissement est tout de même considéré comme valable si le salarié ne va pas chercher sans recommander? Alors, oui, mais sachant que encore une fois, que c'est un avertissement et que vous avez plusieurs modes de preuve, ne pas hésiter quand vous adressez une sanction à l'adresser par recommandé, parce que c'est la preuve parfaite, elle est datée, elle est signée, mais également, ça peut être l'envoi de la copie par email ou d'une copie en courrier simple qui vous permet de vous sécuriser, parce qu'effectivement, là, le salarié ne peut pas dire qu'il ne l'a pas reçu parce qu'il n'a pas été la chercher. La question est différente en cas de licenciement, évidemment. Mais pour des sanctions plus légères comme l'avertissement, la preuve donc, de l'écrit peut se faire d'autres manières que par le recommandé. Puis ça répond à l'objectif qu'on vous a présenté en début de webinaire, c'est-à-dire que si l'objectif c'est de recadrer mais de poursuivre la relation, c'est quand même mieux que le salarié ait connaissance de ce qu'on lui reproche pour pouvoir corriger son comportement. Voilà, bah écoute, Lauriane, j'ai plus de questions, donc je crois que ce sera le mot de la fin. En tous les cas, quoi qu'il arrive, on reste à disposition. Hein, si vous avez des questions qui vous viennent après l'écoute du webinaire, le visionnage du replay, voilà, vous pouvez nous contacter, vous avez nos coordonnées.
Pour vous rappeler également qu'on vous adressera donc le support d'ici début de semaine prochaine de ce webinaire. Puis voilà, on était ravis de vous présenter quelques clés. On espère que ça vous aura été utile. Et puis, Lauriane, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Écoutez, merci à tous pour votre écoute et votre participation. Merci Anne-Laure, j'étais ravie d'animer ce matin ce webinaire avec toi et puis en espérant vous retrouver une prochaine fois. À bientôt. À bientôt, au revoir.